Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âges et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Bonjour à tous, c'est Justine de Bonjour Patrimoine. Je reviens avec Philippe Mousseau aussi de Bonjour Patrimoine pour un nouveau cas pratique. Vous le savez, on aime parler de nos clients pour que justement vous puissiez vous projeter, vous qui nous écoutez. Bonjour Philippe. Bonjour Justine. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, pardon, excuse-moi, je suis trop pressée d'en parler en fait de ce cas aujourd'hui. Ça va super. Cool. Alors, on va évoquer aujourd'hui le cas d'une jeune femme qui a le vent en poupe. C'est Sophie, elle a 28 ans et elle a fondé une petite start-up innovante dans le domaine de la technologie. Donc, c'est quelque chose d'un peu flou, on ne va pas aller plus dans le détail sur ce qu'elle fait exactement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une boîte qui fonctionne. On va le voir en détail par la suite dans ce podcast. Et évidemment, comme beaucoup de Français, elle se pose la question ultime, à quoi je vais avoir le droit à la retraite, à quoi m'attendre et surtout qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui. Et bien justement, Philippe va pouvoir nous aiguiller sur le sujet. Ok. C'est une bonne problématique, la retraite. Ça, c'est, à l'heure où on enregistre, c'est quand même un sujet vraiment d'actualité, je pense. Et il y a notamment, il est temps de commencer de bonne heure à s'y prendre pour préparer sa retraite, justement. Très bien. C'est sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus concernant Sophie, du coup ? Alors, quelques infos intéressantes. Bon, déjà, c'est quand même une boîte qui génère près de 400 000 euros de chiffre d'affaires et elle n'a qu'une seule salariée, donc c'est assez florissant. D'accord. Elle a justement pu se dégager assez rapidement un salaire, donc qui aujourd'hui est aux alentours de 60 000 euros par an. Alors, par contre, Sophie nous disait à demi-mot, parce que forcément, par rapport à sa situation, c'est toujours un petit peu étonnant, mais elle est locataire de son appartement, elle n'est pas propriétaire. Et par contre, elle a rempli son livret A, on le sait, c'est aux alentours de 22 000 euros. Et donc, ces sous-là, elle les a de côté, sauf que bon, bah là, elle met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans sa société, forcément, pas forcément sur son avenir personnel, notamment. Donc, voilà pourquoi elle est venue à nous pour en discuter. Très bien. Ah, c'est déjà joli de démarrer effectivement dans une activité un peu tech et d'avoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 000. Parce qu'après, on sait que c'est souvent des activités justement où le chiffre d'affaires il est un peu compliqué à faire parce qu'il y a une vraie phase d'investissement. Donc, tant mieux si Sophie arrive à avoir un chiffre d'affaires, puis surtout à se sortir un salaire. Parce que ça, c'est quand même important. Alors, du coup, effectivement, tu me dis salaire, j'en déduis qu'elle est plutôt dans une SAS, par exemple, pour avoir un peu pour avoir un peu ce type de rémunération, parce qu'elle aurait été dans une SARL, tu m'aurais parlé de rémunération de gérant, peut-être, qui est un petit peu différent en termes de structuration, puis en termes de retraite aussi, parce que quand on est assimilé salarié, on cotise sur les régimes effectivement comme entre guillemets un peu monsieur madame tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des cotisations effectivement sécurité sociale, des cotisations assurance retraite, etc., comme un salarié. Voilà, donc déjà effectivement le coût de construction de sa rémunération au niveau de sa structure est plus onéreux, très clairement, qu'un TNS, qu'un travailleur non salarié. Oui. Mais pour le coup, elle est quand même dans un statut qui lui offre de meilleurs droits, en tout cas des droits qui sont plus facilement, entre guillemets, accessibles, versus vraiment une retraite à se préparer d'elle-même quand on est dans des rémunérations de TNS. Voilà. Donc ça, effectivement, après, tu me disais quoi ? Tu me disais qu'elle était locataire aussi d'un appartement, son appartement, de sa résidence principale. Bon, c'est vrai. tu sais depuis combien de temps elle arrive à se sortir un salaire comme ça? Parce que c'est pas très récent finalement. Ça fait un petit peu plus d'1 an parce que sa société a moins de 3 ans et elle a assez vite généré un salaire, mais elle a commencé à gérer de ce qu'elle nous racontait,
lors de son premier bilan patrimonial, elle expliquait le fait que là, cette année, ça faisait déjà maintenant plus d'1 an qu'elle avait ce salaire à 60 000 et elle voulait, avant évidemment de s'intéresser finalement aux affaires patrimoniales, elle voulait consolider. Donc là, elle rentre dans sa 2e année où elle est sûre aussi de pouvoir se générer ce salaire. Donc a priori, c'est bien parti. Le business plan fonctionne plutôt bien apparemment. Voilà. La progression de la boîte ferait que normalement, sa progression personnelle financière le sera aussi. Donc c'est pour ça qu'elle a fait appel à nous d'ailleurs. Elle a bien fait. D'accord. Ok. Et ok, super. C'est une volonté, entre guillemets, d'être locataire ou c'est juste un sujet aujourd'hui qu'elle adresse parmi d'autres, entre guillemets? Alors c'est un hasard de la vie. En fait, elle a jamais eu l'occasion, elle n'y a même jamais pensé. Et la société qu'elle a montée, en fait, était un peu un hasard heureux de la vie. Elle pensait pas, enfin, c'était pas prévu. C'était pas prévu au calendrier, comme on dit. Et donc, elle est un peu victime de ce succès-là. Et elle n'a pas eu le temps forcément de s'occuper de cette partie propriétaire d'habitation. Mais effectivement, elle y pense. Et puis, forcément, elle rentre dans une partie de vie où être propriétaire est indispensable. Bon, après, a priori, dans sa mentalité, c'est plutôt quelque chose qu'elle ferait par utilité, pas forcément par conviction d'avoir un bien immobilier. C'est plutôt parce que c'est utile et que ça va lui permettre de se sécuriser. Ok, entendu. Tu me disais tout à l'heure, au début de notre échange, là, qu'une de ces vraies problématiques, c'était problématique retraite. Ouais. Il ne faut pas perdre de vue, entre guillemets, que l'un des premiers investissements qu'on peut faire, alors ça peut paraître bizarre, mais pour la retraite notamment, ça peut être l'acquisition de la résidence principale. Aujourd'hui, tu me dis, Sophie, elle a 28 ans. Oui. D'accord. 28 ans, c'est à la fois jeune et expérimenté, entre guillemets. Ça permet de se projeter vers quel horizon? Ça permet de se projeter aujourd'hui sur un crédit, pourquoi pas sur 25 ans, ça nous emmène à 53 ans, et de se dire à 53 ans, bah, j'ai un toit sur la tête qui est payé. Alors, abstraction faite des aléas de la vie, parce que la vie est faite de rebondissements, entre guillemets. On sait que l'acquisition, enfin le temps moyen de détention d'une résidence principale, statistiquement, c'est 7 ans. Voilà, il y a des gens, ce sera plus, d'autres moins, mais statistiquement, c'est à peu près 7 ans. En tout cas, pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avoir à l'esprit sur ce premier vecteur-là, ce vecteur résidence principale, c'est que il faut éviter, autant que faire se peut, d'avoir des charges de crédit quand on est à la retraite. Parce que, imaginons, aujourd'hui, on est passé à 64 ans, entre guillemets, mais imaginons 65 ans, ok. À 65 ans, si tu veux financer sur 25 ans ta résidence principale, il faut absolument, entre guillemets, s'y être attelé à 40 ans. 40 ans, tu fais 40 Ouais, il plus faut 25, tu anticiper. arrives à 65. Donc il faut, si tu as la Faut chance de être commencer libre. plus tôt ou l'opportunité de commencer plus tôt, ou en tout cas les moyens de commencer plus tôt, parce que le premier moyen, c'est effectivement d'avoir une rémunération, donc un salaire, un niveau de vie confortable, c'est de s'y prendre relativement tôt. Si tu t'y prends à 30 ans, qu'est-ce que ça se passe? Tu fais 30 ans, tu peux financer sur 20, tu peux financer sur 25 ans. Tu laisses devant toi, tu fais le calcul, 30 plus 25, ça t'emmène à 55 ans. Bon, si tu le finances sur 20, ça t'emmène à 50 ans. Il te reste quand même 15 ans encore pour faire ce qu'on pourrait appeler de l'investissement locatif à périmètre ILO. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est pas forcément naturel de se dire la résidence principale, c'est mon premier investissement pour la retraite. Mais effectivement, c'est son premier investissement pour la retraite. Sophie, aujourd'hui, elle paye un loyer. C'est un loyer qui est payé à perte, entre guillemets, elle construit zéro patrimoine. C'est une liberté parce que du jour au lendemain, elle peut partir, parce que du jour au lendemain, enfin, je caricature mon propos, mais entre guillemets, elle est libre, elle n'a pas effectivement des charges lourdes, et puis elle est assez Elle n'a pas libre un crédit sur le de dos, sa vie, donc elle n'a effectivement. pas de crédit, etc. Mais en contrepartie, elle construit pas de patrimoine, okay, et surtout, voilà, elle prépare pas la retraite. Donc, intéressant de se dire, dès qu'on a, entre guillemets, des revenus assez réguliers, de se dire pourquoi pas j'achèterais ma résidence principale. Alors, tu me dis qu'elle a un revenu de l'ordre de 60 000. Si on benchmark un petit peu ce que ça peut donner sur des conditions de crédit actuelles, on va dire, allez, sur 240 mois, donc 20 ans, donc ça va nous emmener, tu vois, à 3%, 3,5% de taux de crédit aujourd'hui sur 20 ans.
Ça fait quoi? Ça fait qu'elle peut acheter un bien de l'ordre de 270 000 €, moyennant 1 600 € mensuels. Voilà, à elle seule, hein, compte tenu de sa situation Et oui, personnelle, toute seule. aujourd'hui, son seul revenu, seule, et cetera. Pas en couple, parce que tu me dis qu'elle est Et célibataire, donc oui, pas en couple, pas les de fameux sujet, rebondissements de la vie qui pourront arriver plus tard. exactement, exactement. Mais en tout cas, ce qu'elle aura déjà investi là, parce que peut-être elle va rencontrera quelqu'un plus tard, peut-être qu'elle évoluera, et cetera. Enfin bon, après, il faut se laisser de la souplesse. Il n'y a pas de bonne stratégie patrimoniale, mais en tout cas, commencer tôt, c'est bien. Ça se trouve, elle pourra garder le bien pour le mettre en location. Ça se trouve, plein de Mmh. sujets différents. Quoi qu'il en soit, effectivement, elle peut aujourd'hui se permettre d'investir pour sa résidence principale sur un bien qui va faire de l'ordre de 270 000 €, compte tenu des ratios d'endettement aujourd'hui qui sont, allez, on va Et dire de oui, 33 compte tenu du reste à vivre, compte tenu de pas mal de critères oui. aujourd'hui qui sont importants. Donc Mmh. voilà le premier point, je dirais, malgré tout, aujourd'hui, utiliser son revenu. Alors après, la particularité de Sophie, c'est que elle a démarré une activité. Tu me disais tout à l'heure, sa boîte, elle n'a pas 3 ans, ça fait qu'1 an qu'elle se paye des salaires. Mmh. Donc, il faut que le banquier y croit en elle. Clairement, ça va être ça Bien sûr. l'une des problématiques, parce que pas 3 ans d'ancienneté, pas 3 ans de rémunération, et cetera. Donc, la difficulté, ça va être de trouver un banquier qui puisse croire Je en crois au elle projet. sur cet Mmh. aspect-là, qui croit au projet. Mais en tout cas, ça vaut le coup patrimonialement de commencer à se poser les bonnes questions pour elle. Investissement dans un toit dans un toit sur sa tête, entre guillemets, Mmh. pour construire sa retraite de demain. En tout cas, éviter au maximum d'avoir cette charge. Oui, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'au-delà, souvent, on a l'impression de vouloir finalement avoir de l'argent de côté pour sa retraite, en tout cas quelque chose de palpable, de quantifiable. Et finalement, il faut aussi se dire que ne pas avoir de dette au profit d'un toit qui nous, justement, nous protège, et forcément, un logement, c'est indispensable. On doit se loger, on doit avoir un lieu où dormir, effectivement, si on caricature et simplifie un peu la chose. Pour toi, en fait, l'investissement immobilier, c'est finalement, donc en résidence principale, c'est finalement le premier objectif qui permettrait à la retraite, ou en tout cas au moment d'une baisse de revenus dans plusieurs années, d'être à l'abri, en tout cas en partie. 100%. Le truc, c'est quoi? Soit il faut, au moment où tu es à la retraite, tu as significativement une baisse de revenus de l'ordre de, allez, 50% pour faire vraiment une Eh cote oui, mal c'est pas taillée. rien, hein. Mmh. Tes revenus, ils diminuent de 50%. Ton train de vie, il va quand même pas Avec. diminuer. Ouais, ou ouais, Ouais, pas mais forcément nécessairement, beaucoup, mais si ce tu qu'il faut plus les surtout, mêmes moyens, c'est éviter d'avoir des charges, en fait. Et le eh oui, meilleur voilà. moyen d'avoir des Mmh. charges, c'est d'avoir son toit sur la tête payé. Voilà. Tu as Mmh. 2 différents moyens pour ça. C'est soit, entre guillemets, tu as la chance de pouvoir hériter plus tard dans ta Oui. vie, à 35, 40 ans, 45 ans, 50 ans, te dire: «OK, tu vas recevoir une masse d'argent, des générations au-dessus, qui vont te permettre, parce que tu as pas eu le temps de t'en préoccuper toi-même, qui vont te permettre d'investir pour ne plus avoir de charges à ta retraite». Soit tu n'as pas cette «chance-là» entre guillemets, ou alors tout simplement, tu t'anticipes quoi qu'il arrive, parce que cette masse-là d'argent frais, entre guillemets, d'argent nouveau dans ton patrimoine permettra de faire autre chose. Donc en fait, plus OK. tu commenceras tôt, de toute façon, à acheter ta résidence principale, plus ça te permettra de faire autre chose si tu hérites, ou plus ça te permettra de toute façon ne plus avoir de charges sur ta tête au moment de la retraite. OK, c'est très clair, et en plus, c'est paradoxalement, enfin, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans notre ligne de mire. Quand on pense retraite, on pense, argent de côté, et bon, avoir un toit et ne pas avoir de dette, justement sur le fait de commencer tôt, Et ça puis, paraît aussi, regarde, fondamental, quoi. je vais te donner un autre exemple. Alors, statistiquement, encore une fois, hein, on sait que tu es en forme, entre guillemets, quand tu es à la retraite, tu es en forme jusqu'à, allez, 80 ans. Bon, c'est-à-dire qu'entre 65 ans et 80 ans, tu as un toit sur la tête payé, et qu'à 80 ans, qu'est-ce qui se passe à 80 ans? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Il peut t'arriver que, tu aies des problèmes de santé, tu dois aller dans des établissements spécialisés, et cetera, et cetera. Ça restera de toute façon un capital que tu peux mobiliser pour, Mmh. soit le vendre en viager et faire des revenus, Et soit oui, effectivement le vendre complètement, placer le capital et effectivement te permettre, en plus de ta retraite, d'aller chercher des établissements spécialisés, hein, parce que c'est pas, entre guillemets, ta petite retraite qui va te permettre de te payer un EHPAD à c'est 4 sûr. 000 balles par mois, et cetera, et cetera. Donc ça restera de toute façon un investissement, une masse de capital qui soit liquidable, qui ne soit pas une charge déjà dans ta première partie de retraite, entre guillemets, où tu es en forme, et qui soit, entre guillemets, une masse disponible, le cas Mmh. échéant, pour éventuellement une deuxième partie de la retraite
qui, statistiquement, peut effectivement être assez onéreuse aussi. L'autre solution, encore une fois, c'est d'avoir des enfants qui te subventionnent, mais ce n'est pas forcément très sympa non plus pour eux. Ouais, de Voilà, laisser. C'est vrai. exactement. C'est vrai, c'est vrai. Ok, donc l'investissement en résidence principale, c'est le premier investissement patrimonial dans lequel Sophie pourrait s'engager. Une fois, alors sachant qu'évidemment c'est sous accord du banquier, du crédit, on connaît aussi les contraintes du marché, Mmh. je dirais actuelles, mais c'est souvent les contraintes régulières qu'on retrouve souvent, quelles que soient les années qui passent. Est-ce que du coup, il y a d'autres choses à faire qui sont peut-être moins palpables que l'immobilier? J'imagine que tu vas me parler quand même de placements financiers qui pourraient s'adapter à une Sophie PDG de 28 ans. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, ça, c'est important. Utiliser les leviers qu'on a à disposition. Le premier levier qu'elle a à disposition, c'est le levier du crédit. C'est un levier financier sur le Mmh. crédit. On l'a vu sur la résidence principale. On ne va pas y revenir. D'autres leviers qu'elle peut avoir à disposition, ça peut être des leviers fiscaux, tout simplement. C'est derrière, aujourd'hui, elle a un statut. Elle a un statut, effectivement. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place avec ce statut-là, derrière? Qu'est-ce sur ses revenus, elle va payer un impôt sur le revenu. Comment je peux, Mmh. le cas échéant, mobiliser cet impôt-là, pour essayer de faire autre chose et aller chercher un levier qui soit plus financier avec la résidence principale, mais là qui soit fiscal. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un de célibataire, entre guillemets, qui touche 60 000 euros, elle est dans une TMI, une tranche marginale d'impôt sur le revenu, cote mal taillée, je pense, de l'ordre de 30%. Voilà. Aujourd'hui, il y a des solutions. Elle peut se permettre d'aller chercher un investissement qui s'appelle un PER, un plan épargne retraite. C'est issu effectivement de la loi Pacte. C'est les anciens PER ou les anciens contrats Madelin. Mmh. Alors, elle, comme elle est salariée, elle n'est pas éligible au contrat retraite Madelin. Pour les travailleurs non salariés, elle est Oui. éligible au PER, plan épargne retraite classique, entre guillemets. Elle a jusqu'à 10% de ses revenus qu'elle peut verser chaque année sur cette solution-là et qui lui donne droit à une diminution de son revenu imposable du montant versé. Je prends un exemple, je caricature, on va simplifier la vie. Elle a 60 000 euros de revenus, elle déclare 60 000, on va considérer qu'il y a un abattement de 10% sur les frais. Oui. OK, donc on tombe à 54 000. 54 000, c'est-à-dire que tous les ans, elle peut verser 5 400 euros sur un plan épargne retraite. Voilà, un PER. Si elle verse ces 5 400 euros sur un plan épargne retraite, ça lui donne quoi à quoi? Ça lui donne droit à quoi, pardon, comme elle est dans une tranche marginale à 30%, à une Mmh. réduction d'impôt de 1 620 euros. Voilà. Ce qui fait OK, qu'au pas final, négligeable. et oui, son investissement Mmh. pour sa retraite n'est pas de 5 400 euros en réalité, mais il est beaucoup moins que ça parce qu'il y a quand même un levier Et oui, fiscal. Il est en fait réellement que de 3 780 euros. Voilà, et ça, c'est quand même ouais, c'est pas important. rien. C'est pas rien d'utiliser les leviers qui sont à disposition. Le petit tips par rapport à ça, pensez à regarder pour nos auditeurs, pensez à regarder la dernière page de votre avis d'impôt sur le revenu. Vous y verrez il y a une rubrique qui s'appelle plafond épargne retraite. Et bien en fait, c'est tout le disponible que vous avez là à verser, entre guillemets, sur des solutions d'épargne retraite pour votre futur qui vous permettent de verser en déduction de vos revenus imposables. Voilà. On peut rattraper OK. jusqu'aux 3 dernières années. Alors là, tu me disais, bon, Sophie, ça fait 1 an qu'elle a ce niveau de rémunération. Mmh. Il faut voir qu'avant, elle n'avait pas forcément ce niveau de rémunération-là. Il y a un minimum qui correspond effectivement à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Okay. Alors, de tête, il est de l'ordre de 4 100 euros. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu gagnes moins de 41 000 euros, tu as au moins de l'ordre de 4 100 euros que tu peux verser. Si tu gagnes plus, c'est plafonné, mais si tu gagnes plus, entre guillemets, c'est 10% de tes revenus. C'est pour ça que dans notre exemple avec Sophie, je lui ai dit, en gros, c'est 5 400 euros. Voilà. Mmh. Donc, à voir, OK, très clair. elle a la possibilité de rattraper le plafond des 3 dernières années. Donc, en fait, elle peut verser 4 fois, je caricature un peu, mais si elle veut Oui. vraiment Mmh. optimiser au maximum, en fonction de la trésorerie, en fonction de l'activité de sa société, etc., son niveau de rémunération aussi, elle peut verser jusqu'à de l'ordre de 16 000 euros sur une année one shot. Donc, voilà, ça, c'est une vraie solution Ouais, qui c'est est intéressante. intéressant. Mmh. Attention, c'est des produits tunnel retraite, ok, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués jusqu'à la retraite. Voilà. On pourra sortir en capital au moment de la retraite, soit en rente, donc en revenu, soit en capital fractionné même pour les meilleurs contrats du marché. On peut sortir en Mmh. capital, mais à plusieurs niveaux.
c'est extrêmement pilotable comme solution. Petit bonus par rapport à ça, mais attention, parce que l'État aime pas ça, il aime bien, mais ce qu'il prend d'une main, il peut te le reprendre de l'autre, entre guillemets, c'est que c'est débloquable dans des cas malheureux, mais c'est aussi débloquable pour l'acquisition de la résidence principale. Alors, attention, n'y vois pas un aubaine extraordinaire en disant mais je verse là tout ce que je peux, puis je le sors au moment où j'ajoute ma résidence principale. Ça peut être bien, mais attention, parce qu'en fait, ce que tu vas déduire à l'entrée au versement, en fait, l'État, il va te le reprendre, il va te le taxer à la sortie. Donc, c'est pas forcément cohérent. Ouais. C'est-à-dire que la déduction de revenus, enfin, l'économie fiscale que tu as fait à l'entrée, il va te la reprendre de l'autre main. Il y a quand même un petit calcul à faire. Attention à ça. C'est pas des vases communicants. Je prends d'ici, je mets là-bas et je reprends de l'autre côté. Il faut quand même se méfier des petites lignes, j'ai envie de dire. Et oui, effectivement, notre métier consiste tout le temps à se méfier des petites lignes. Donc oui. Et oui, on en parle pas souvent, effectivement. Mais voilà. En tout cas, on n'en parle que quand on a affaire à justement à un conseiller en gestion de patrimoine qui justement va nous parler de ses frais d'entrée, de ses frais de sortie et de tout ce qu'on peut faire avant, pendant, après avec l'argent qu'on aura placé sur tel ou tel produit. Ça, c'est quand même un vrai atout que de faire appel à un professionnel. Alors attention, hein, c'est pas des frais, c'est de la fiscalité. Oui, c'est de la fiscalité. C'est l'État, hein. C'est les frais de l'État, si tu préfères. J'ai voulu vulgariser, mais un peu trop. Effectivement. Et même quand on sort au niveau à la retraite, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, le capital aussi sera fiscalisé. Donc attention à ça. C'est pour ça que la sortie en capital fractionné peut vraiment faire sens en termes de stratégie patrimoniale. Donc voilà un petit placement qu'on peut mettre une solution avec un levier fiscal qu'on peut aller chercher. Okay. Après, de façon plus classique, et si on veut éviter d'être un peu tunnelisé retraite avec ses avantages et ses inconvénients, 30% de partir sur des solutions qui sont plus souples. Et là, on a des solutions d'investissement comme les contrats d'assurance vie qui peuvent te permettre effectivement de verser un capital en entrée, et puis de verser de façon régulière, tous les mois, un petit peu, 50, 100, 200, 300, 5000, tout ce que tu veux en termes de montant. Le gros avantage, c'est que on pourra piloter une stratégie d'investissement en ce qu'on appelle en épargne programmée. C'est-à-dire que si par exemple tu verses sur ton contrat 1 000 € et que tu décides d'investir 500 € tout simplement tous les mois, en fait tu vas acheter quand ça va être haut, tu vas acheter quand ça va être bas, et en fait tu vas moyenner à la baisse exactement ton prix d'achat. Voilà. Il y a une méthode d'investissement qui sort un peu tu sors un peu en ce moment ce qu'on appelle la DCA, le Dollar Cost Average. Ça permet quoi? C'est de faire ça sur la crypto-monnaie. Voilà. Mais en fait, c'est un concept qu'on a l'impression, comme tout ce qui est issu de la crypto, c'est absolument formidable. Mais en fait, pas du tout. C'est de l'investissement programmé de façon régulière. Et ça, en fait, stratégiquement, c'est très bien. Parce que naturellement, tu vas avoir un peu des craintes à investir quand les marchés sont bas. C'est un mécanisme humain, entre guillemets. Sauf que là, sans douleur, tous les mois, tu vas placer sur un sujet, sur une solution d'investissement et qui va faire, qui va moyenner à la hausse, à la baisse, etc. Et au contraire, on a même intérêt et on conseille davantage plutôt à prendre ce qu'on appelle de la volatilité, donc des supports qui bougent beaucoup pour ces versements-là, parce que justement, ça permet de maximiser la stratégie d'investissement. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi de façon un peu plus classique. L'avantage de ça, c'est que l'assurance vie, en fait, c'est disponible. C'est pas comme je peux l'entendre des clients qui disent très souvent c'est bloqué 8 ans. C'est bloqué, je ne peux pas l'utiliser, comment je fais? Ça, c'est le banquier qui dit ça. C'est pas du tout le cas. Un contrat d'assurance vie, tu peux verser aujourd'hui et sortir après-demain. Il n'y a pas de souci. Tu as une contrainte qui est une contrainte fiscale. Tu as un timing de fiscalité qui va être peut-être moins intéressant que si tu tiens, entre guillemets, ton contrat plus 8 ans, parce qu'au-delà de 8 ans, effectivement, ça reste quand même extrêmement avantageux, notamment parce que tu as un abattement sur les intérêts. Tu as un abattement fiscal sur les intérêts générés par le contrat, donc c'est ça qui est quand même intéressant. Mais par contre, non, c'est pas du tout bloqué, en fait, et c'est ça qui est assez intéressant. Et en plus, si tu décèdes, le capital est transmis en franchise de succession, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant pour cet aspect-là, quoi. Voilà. Après, comme on aime bien dire dans nos podcasts, mais de manière générale à tous les clients et aux lecteurs de nos différents contenus, c'est qu'en de toute façon, en matière d'investissement, il faut être à la fois régulier et patient.
On n'est pas là pour faire du one shot d'un jour à l'autre, ou en tout cas pas pour gérer la plupart des gens qui souhaitent investir une partie de leur argent dans des investissements plutôt moyen long terme. Exactement. C'est vraiment bâtir la pyramide patrimoniale, la pyramide d'investissement patrimonial qui permet de prendre des bonnes décisions. Et voilà, hein, construire, mettre les fondations, mettre les murs, etc. Surtout éviter de mettre la cheminée sans avoir construit la Et toiture. oui, c'est une bonne métaphore. Ok, bien très clair du coup. Donc donc Sophie, 28 ans, fondatrice et PDG d'une petite start-up qui a réussi après 3 ans d'activité à se générer un salaire assez sympa. Par rapport à ses conseils, on était plutôt sur donc effectivement commencer par les fondations, c'est-à-dire un placement tangible, alors un investissement tangible qui est la résidence principale, donc se loger avant tout pour être tranquille à la retraite, d'avoir au moins un toit qui nous appartient et du coup un crédit qui est donc normalement terminé au bout de 20 ou 25 ans. Et puis ensuite aller en même temps sur des placements financiers et jouer avec la fiscalité de ces derniers, et en fonction de son envie de disponibilité d'aller sur le placement épargne retraite, le fameux PER, et ou selon évidemment le timing et l'envie des gens, aller sur de l'assurance jusqu'à une fois de plus. Il y a des conseils, mais il y a aussi qui on est, ce qu'on a vécu et ce qu'on a envie de vivre demain qui rentre dans l'équation d'un bilan patrimonial. Ouais, après, tout à fait, tu as 100 raison. Si j'avais une question, à poser à Sophie, là, comme ça, aujourd'hui, parce que, OK, elle gagne 60 000 €, c'est super, elle a un loyer. Le 1er travail à faire, si elle était en face de moi, tout de suite, ça serait effectivement, d'échanger, hein, bien sûr, sur ses objectifs et cetera, puis ça serait un gros travail budgétaire, en fait. Aujourd'hui, son budget, c'est 60 000 € là, parce que tu me dis, Oui. elle a une petite capacité, enfin, en tout cas, elle a de la trésorerie un peu de côté sur différents livrets et cetera. OK, très bien. Cette trésorerie-là, elle est arrivée comment sur ces livrets? Elle se l'est constituée, elle son bas de laine, entre guillemets, sur des livrets A et cetera, mais comment, en fait? Ça, c'est bien, statistiquement. L'épargne de précaution, ce qu'on aime appeler, c'est entre 3 à 6 mois de salaire. Donc, tu vois, quelqu'un qui gagne 60 000 €, pour le coup, ça va être quoi? Ça va être, allez, entre 15 et 30 000 €, simplement. Voilà. Ça, c'est à peu près, c'est des normes. Après, ça peut être plus, ça peut Oui, être beaucoup moins. Aucun, entre guillemets, en tant que aucun professionnel, j'ai jugement, bien aucun sûr. avis, aucun jugement Mm. sur la question. Par contre, ce qui peut être intéressant, moi, ça va être de dire, OK, aujourd'hui, tu as constitué déjà ton bas de laine. Parce qu'avec 20 000 € plus ou moins en liquidité, ça Ouais. correspond à peu près aux normes, entre guillemets, aux statistiques en tout cas, et de me dire, comment maintenant on va travailler pour le reste. Sur ces revenus annuels, mensuels, hein, pour le coup, 5 000 € par mois, comment on va les structurer entre ses dépenses pour vivre, son budget loisir, ses charges, celles qu'on peut optimiser, celles qu'on ne peut pas optimiser, qu'est-ce qui reste à la fin du mois, tout compris. Voilà. Ça se trouve, une fois qu'on aura fait ce travail-là, on va pouvoir se dire, OK, tous les mois, entre mon loyer, mes charges fiscales, etc., j'ai de l'ordre de 2 000 € d'argent de poche, entre guillemets. 2 000 € d'argent de poche. Mhm. Donc tu sais que sur ces 5 000, elle a 2 000 pour partir faire des week-ends entre copines, etc., etc. On peut imaginer plein de choses. Oui. Bref, il nous reste 3 000. Il nous reste 3 000 dans lequel elle a son logement, ses charges, etc., etc. Sur ces 3 000 là, ça se trouve, ça va me dire j'ai 1 200 € de loyer pour me loger. Bon, est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus loin? Est-ce qu'au final, par rapport à ce qu'elle paye en termes de charges sur son logement, etc., OK, comment on va l'optimiser? Là, on va se dire, OK, finalement, on peut acheter la résidence principale. On sait qu'on a une norme Oui. haute qui est l'endettement. On sait que pour elle, c'est de l'ordre de 1 600 € à peu près. Mhm. Bon, ça se trouve, elle n'a pas besoin d'autant, hein. Un bien qui Oui, ça va correspond dépendre à de ses goûts, de ses envies aussi, effectivement, 100%. d'achat. 100%, ça se trouve un bien qui correspond à ce dont elle a besoin dans son quotidien, ça va être plutôt aux alentours de 100, 220, 230 maximum. Donc, Mm. dans ce cas-là, ça lui coûterait peut-être que 1 400 € par mois. OK, 1 400 € par mois, plus après, on sait qu'il nous reste à peu près 1 600. Elle aura des charges incompressibles, la taxe foncière qui va arriver, pas mal de trucs. Bon, on va dire, OK, budget résidence principale, 2 000. Donc, tu vois, on a 2 000 entre guillemets d'argent de poche, loisirs, 2 000 de résidence principale, avec les charges, etc., y compris l'impôt sur le revenu, pourquoi pas. Et après, il nous reste de l'ordre de 1 000 € entre guillemets, qu'elle est prête à épargner tous les mois. Et sur ces 1 000 € Oui. là,
comment on va les positionner. Est-ce qu'on ne va pas aller chercher aujourd'hui des placements, une partie pour des placements financiers type assurance vie, une partie pour des placements plutôt retraite, comme on a pu l'évoquer sur du PER, Ouais. ou même d'autres solutions. Pourquoi pas essayer de prendre une dynamique un peu plus risquée avec un PEA? Pourquoi pas essayer de faire de l'investissement locatif, mais pas forcément en direct, parce qu'aujourd'hui, mais pourquoi pas sur des parts de SCPI, etc. etc. En fait, c'est pour ça que c'est extrêmement important et que son premier travail, le premier travail que je ferai avec elle, entre guillemets, ça serait vraiment un travail d'étude budgétaire, de poser tous ces chiffres-là, parce que si on projette ce que je te dis là, je te le dis là, ok, c'est cool, mais si on projette tous les investissements, effectivement, qu'on peut faire une fois qu'on a identifié son budget et ses moyens, ils sont monstrueux. Et à ce moment-là, effectivement, si on commence tôt, sa retraite, elle est peut-être déjà réglée, entre guillemets, et réglée positivement, parce qu'on aura réussi à assurer son train de vie dès à présent, en ayant pris le temps de juste travailler avec un professionnel qui va l'aider à poser les chiffres, entre guillemets, en long, en large, par rapport à sa situation. Voilà. Avec toujours une part de, entre guillemets, de rigide, une part de moins rigide, parce qu'effectivement, il faut faire attention dans la vie à tous les aléas qui peuvent se passer. Voilà. Ok, c'est très clair. De toute façon, ce genre de réflexion se démarre toujours avec un bilan patrimonial et un échange justement avec potentiellement entre Sophie et son conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est là où on détermine justement la partie budgétaire d'aujourd'hui et les différentes solutions à mettre en place pour demain et après-demain. Bon, ok. Eh ben, c'est très clair. Je ne sais pas si tu voulais évoquer quelque chose de plus encore, bien que déjà non. Je pense qu'on a répondu à pas mal de, on a préparé, on l'a aidé quelque part à préparer sa retraite en répondant à ces différentes questions. On a un cas pratique, un vrai cas pratique clôturé. Ouais, exactement. C'est vrai. Commencer tôt. Penser que la résidence principale, c'est un levier pour la retraite, c'est un vrai levier pour la retraite, et surtout travailler sur le budget. C'est extrêmement important. Si je dois donner 3 points, entre guillemets, en conclusion, ne pas mettre la résidence principale de côté pour préparer sa retraite. 2, effectivement, utiliser un tableau de budget, se forcer, entre guillemets, à faire un tableau de budget, pour le coup, et une fois qu'on a travaillé ça, vraiment travailler main dans la main avec un professionnel pour bâtir, entre guillemets, sa stratégie. Et vraiment, plus on y commence tôt, moins ça coûtera cher. Oui, et moins l'effort sera difficile. Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup Philippe pour tous ces conseils et on se retrouvera dans un autre cas pratique. À bientôt. Merci Justine. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.